Bonjour. Exercice type utilisant la loi normale centrée réduite, donc il s'agit de la deuxième vidéo sur deux. Les adresses des vidéos de cours sur les lois normales sont en description de l'actuelle vidéo, ainsi que l'adresse de la première vidéo d'exercice dans laquelle nous avons rappelé ce résultat fondamental. Je vous conseille, avant de continuer cette présente vidéo, de revoir ou de voir la première vidéo. Encore une fois, son adresse figure en description de l'actuelle vidéo. Bien, nous allons commencer par cet exercice dans cette vidéo, et puis je vous donnerai un certain nombre d'exercices du même type, en vous précisant quand même la réponse. J'ai intitulé cet exercice « Quand les cloches ont des ailes » et vous allez voir pourquoi. Alors voici l'énoncé de cet exercice. 25,25% des athlètes qui court le marathon récupère totalement en 8 jours ou moins de 8 jours, et 36,94% récupèrent totalement en 11 jours ou plus de 11 jours. Les pourcentages donnés, les valeurs données dans l'énoncé peuvent paraître assez tarabiscotés. En fait, vous allez voir que tout s'arrange très bien à la fin. Voici les questions que nous allons nous poser. Si vous souhaitez vous-même chercher ces exercices, eh bien le mieux c'est de faire un arrêt sur image et puis une copie d'écran. Première question, on vous demande de préciser la variable aléatoire grand X étudiée. Alors, l'univers de l'expérience, on dit aussi le référentiel, eh bien c'est l'ensemble grand oméga des marathoniens testés. Donc grand X est la variable aléatoire qui à chaque marathonien, petit m, associe le nombre réel, grand X de petit m, égal au temps de récupération de ce marathonien petit m, temps exprimé en jours. Bien remarquer que l'ensemble grand X d'oméga, des valeurs prises par grand X sur le référentiel oméga, est supposé suffisamment dense pour être assimilé à un intervalle de grand R, ce qui permet de considérer que grand X, variable aléatoire a priori discrète, est en fait une variable continue, c'est-à-dire une variable à densité. Donc nous l'avons vu dans la première vidéo, en fait, cette petite explication ne vous sera jamais demandée, ni même donnée dans un exercice, dans un énoncé d'exercice. Donc voilà ce qu'on attend de vous pour réponse à la première question. Ensuite, on vous demande un schéma explicatif. Alors la difficulté, c'est que vous ne connaissez ni mu ni sigma, qui ne sont pas des données de l'énoncé. Donc on a représenté la courbe donc représentative de la loi G normale de paramètres mu et sigma 2 de manière relativement arbitraire, puisque, encore une fois, mu et sigma ne sont pas donnés dans l'énoncé. Conclusion, eh bien, il s'agit plus d'un schéma explicatif que d'un graphique au sens précis du terme. Alors, je vais vous montrer sur une petite animation comment on peut avoir une idée quand même de la place du sommet grand S par rapport aux droites D1, D2. D1 a pour équation t égale 8, c'est une des données en revanche de l'exercice, et la droite D2 a pour équation t égale 11. 8 et 11 exprimés en jours, encore une fois, sont bien des données de l'énoncé, relisez l'énoncé. Alors vous savez que la variable aléatoire grand X suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Le problème, c'est que vous ne connaissez ni mu ni sigma, donc où placer le sommet S de la courbe en cloche. Alors on peut se poser la question, est-ce que le sommet grand S peut être à gauche de la droite D1, D1 ayant pour équation t égale 8. Alors souvenez-vous de l'énoncé, l'aile gauche de la courbe en cloche a pour surface 25,25 exprimé en pourcents, c'est-à-dire donc l'aile gauche représente 25,25% de l'unité d'air représentée ici par ce rectangle de hauteur 0,04, le voici, voilà, et de base 2,5. Alors ça n'est pas possible puisque si vous mettez votre sommet à gauche de la droite D1, vous constatez que la partie gauche de votre courbe en cloche a largement une surface qui les dépasse largement, je veux dire, 25,25% de l'unité d'air, puisque ça dépasse même 50%. Bon.
Réciproquement, si vous mettez votre sommet à droite de la droite des deux, d'équation t égale 11, même reproche, l'aile droite, cette fois-ci, dépasse largement les 50%. Or, souvenez-vous, dans l'énoncé, l'aile droite vaut 36,94, d'après mes souvenirs, de la surface de l'unité d'air, c'est-à-dire la surface de ce rectangle. Donc, conclusion, eh bien, le sommet est entre les droites D1 et D2. Alors la question, c'est de savoir s'il est plutôt du côté de D2 ou plutôt du côté de D1. Alors souvenez-vous, si vous mettez votre sommet plutôt du côté de D1, eh bien vous avez ici une aire manifestement qui sera supérieure, une aire de l'aile gauche donc, que j'ai dessinée en rouge naturellement, qui sera supérieure à la surface de l'aile droite que j'ai dessinée en bleu. Ce qui n'est pas le cas, puisque là vous avez 25,25% et là vous avez 36,94%. Donc le sommet S est entre D1 et D2, mais plutôt du côté de D2. Là, vous avez donc encore une fois en rouge 25,25% de l'unité d'air, donc de ce rectangle, et là vous avez 36,94% de l'unité d'air. Donc finalement, ce que je vous propose, c'est de faire cette photo de famille pour schéma représentatif, non pas qu'il soit exact, ce schéma, loin de là, puisque je ne sais pas trop si j'ai ici 25,25% et là 36,94 ou 96, je ne me souviens plus, mais en tout cas, bon, voici un schéma qui est vraisemblable, c'est-à-dire que vous avez une aile gauche qui est plus petite que l'aile droite, l'aile gauche et l'aile droite mesurant chacun moins de 50% de l'unité d'air. Donc voici le schéma sur lequel nous allons travailler. Encore une fois, il est approximatif puisque vous ne connaissez pas la position exacte du sommet grand S, vous ne connaissez ni mu, l'abscisse du point grand S, ni 1 sur sigma, racine de pi, puisque vous ne connaissez pas la valeur de sigma. Vous constatez que je l'ai bien renseigné, ce schéma, puisque j'ai écrit que l'aile gauche mesure 25,25% de l'unité d'air, et j'ai bien hachuré l'aile gauche en rouge, donc, et puis l'aile droite, que j'ai hachurée en bleu franc, eh bien, mesure 36,94% de l'unité d'air. Et puis voici la courbe en cloche qui représente la loi normale de paramètres mu et sigma 2. Le problème, naturellement, c'est, dans cet exercice, de trouver la valeur de mu et la valeur de sigma. Alors, question, exprimer chacune des deux conditions de l'énoncé sous la forme probabilité que grand X soit inférieur à A1 égale B, combien vaut A1, combien vaut B, puis sous la forme probabilité que grand Z soit inférieur à A2 égale B, combien vaut A2. Qu'est-ce que c'est que Z? Eh bien, grand Z, hein. Donc c'est grand X moins mu divisé par sigma, et on vous rappelle que grand Z suit la loi normale centrée réduite. Alors, quelle est la première condition de l'énoncé? Je vous le rappelle, c'est que 25,25% des athlètes qui courent le marathon récupèrent totalement en 8 jours ou moins de 8 jours. Graphiquement, ça signifie sur votre schéma explicatif que l'aile gauche mesure 25,25% de l'unité d'air. Autrement dit, en termes probabilistes, ça veut dire que si vous prenez au hasard un marathonien parmi la cohorte étudiée, eh bien, la probabilité qu'il récupère en 8 jours ou moins de 8 jours est égale à 0,2525. Donc voilà, en termes mathématiques, la probabilité que grand X, temps de récupération d'un marathonien, soit inférieur ou égal à 8 jours donc, est égale à 0,2525. Donc voici la réponse à la première partie de la question. Ensuite, on vous demande la même information, mais cette fois-ci exprimée en fonction de grand Z, qui est égal à grand X moins mu divisé par sigma. Vous retranchez mu dans les deux membres de l'égalité x inférieur ou égal à 8, vous obtenez cette inégalité, et finalement vous divisez les deux membres de cette inégalité par sigma, qui est un réel positif, donc vous ne changez pas le sens de l'inégalité. Vous obtenez cette nouvelle inégalité. Vous retrouvez dans le premier membre, et bien tout simplement, la variable grand Z. Donc finalement, x inférieur ou égal à 8 équivaut
à Z inférieur ou égal à 8 moins mu divisé par sigma. Ces deux événements sont équivalents. Conclusion, ils ont la même probabilité. La probabilité du premier, c'est 0,2525. Donc la probabilité du deuxième, c'est également 0,2525. Bien, deuxième condition, je vais aller un petit peu plus vite si vous le permettez. Quelle est la probabilité qu'un marathonien récupère en 11 jours ou plus de 11 jours? Eh bien, c'est en format pourcent 36,94, c'est-à-dire en format décimal 0,3694. Cette fois-ci, vous regardez l'aile droite de la cloche, donc en bleu, sur le schéma explicatif. Vous savez que la somme de ces deux nombres, probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 11 et probabilité que X soit inférieur ou égal à 11, la somme de ces deux nombres est égale à 1. Donc la probabilité qu'un marathonien récupère en 11 jours ou moins de 11 jours est égale à 1 moins 0,3694. Faites le calcul et vous trouvez 0,6306. Donc vous avez bien exprimé la deuxième condition sous la forme demandée dans la question. Maintenant, on vous demande d'exprimer cette condition en fonction de la variable grand Z. Bon, même technique que précédemment, je vous laisse lire le détail des calculs. Vous obtenez finalement que la probabilité que grand Z soit inférieur à 11 moins mu divisé par sigma est égale à 0,6306, exactement la même probabilité que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 11. Voilà, résumé de la bataille pour cette question, vous avez démontré ces deux égalités. Question suivante, en déduire sigma, puis mu, arrondi à l'entier. Typiquement, il s'agit d'utiliser la calculette en mode statistique inverse. Bon, je vous rappelle la séquence de touches qu'il faut activer selon que vous êtes sur un Texas ou sur le Casio. Vous partez de cette égalité. Vous rentrez l'air égal à 0,2525, vous rentrez mu égale 0 et sigma égale 1. En effet, il s'agit ici de grand Z qui suit la loi normale centrée réduite. Ne rentrez pas les valeurs de grand X, les valeurs mu et sigma de grand X, puisque, encore une fois, il ne s'agit pas de grand X, mais de grand Z. De toute façon, vous seriez bien en peine de rentrer mu et sigma de grand X, puisque vous ne les connaissez pas encore, vous ne les avez pas encore trouvés. Bien, donc vous rentrez ces termes-là, vous rentrez mu égale 0, vous rentrez sigma égale 1, vous validez, bien sûr, et la machine affiche moins 0,6666. Interprétation, ce nombre-là est égal à moins 0,6666. Après une transformation algébrique très simple, vous obtenez l'égalité 8 plus 0,6666 fois sigma égale mu, égalité que nous appellerons égalité numéro 1. Ensuite, vous traitez cette égalité, je ne détaille pas, c'est la même technique que pour la première. La machine affiche 0,3334. Interprétation, eh bien, ce nombre est égal à 0,3334. Voilà ce que vous avez écrit ici. Après une transformation algébrique élémentaire, vous obtenez l'égalité 11 moins 0,3334 fois sigma égale mu, égalité que nous appellerons égalité numéro 2. Des égalités 1 et 2, vous déduisez cette égalité, et après une transformation algébrique élémentaire, eh bien vous trouvez sigma égale 3. Vous remplacez sigma par 3 dans l'une des deux égalités, soit la première, soit la deuxième, et vous obtenez mu égale 10 arrondi à l'entier. Conclusion, la variable aléatoire grand X suit la loi normale de paramètres mu égale 10 et sigma carré égale 3 au carré, c'est-à-dire 9. Autrement dit, le temps moyen de récupération des marathoniens testés, c'est de 10 jours, avec un écart type égal à 3 jours. Question suivante, déterminer les trois plages de normalité P1, P2, P3 de la variable grand X. Vous avez mu égale 10, sigma égale 3, je vous laisse faire les calculs, ils sont très simples, et vous obtenez ces trois plages de normalité. Interprétation numérique, pour ces pourcentages classiques, revoir la vidéo de cours 4 sur 4, 68,3% des marathoniens ont un temps de récupération compris entre 7 jours inclus et 13 jours inclus, idem pour les deux autres plages.
Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures normales, centrées et réduites.